Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup à l'Académie de me donner cette occasion de présenter le travail que nous faisons à l'EMBO pour intégrer la science ouverte avec le processus de publication. I have to admit that I prepared my talk in English, mais je vais essayer d'improviser en français. Je suis suisse, alors j'aurais peut-être besoin de 12 minutes. Je ne peux pas parler très vite. L'EMBO, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une organisation de 1800 chercheurs de pointe qui sont élus membres de l'organisation. Nous avons plusieurs activités, organisons des conférences, nous promouvons les jeunes chercheurs avec des fellowships. Nous avons un département sur la Science Policy. Et bien évidemment, plus important pour aujourd'hui, nous publions des journaux. Alors, nous publions 5 journaux. 3 sont complètement open access. Et ces dernières années, nous avons eu plusieurs initiatives pour essayer d'améliorer le processus de publication, le peer review et la qualité de la science que nous publions. Ça inclut la publication des rapports des reviewers pour chaque papier qui est publié dans nos journaux. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 10 ans et je crois que vous avez entendu aujourd'hui plusieurs exemples de journaux qui suivent EMBO dans cette trace et ça nous rend très heureux. Nous avons aussi intégré complètement la soumission de préprint avec nos journaux dans une direction ou dans l'autre. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais me concentrer, vu que j'ai que quelques minutes, sur un projet Source Data que nous avons initié pour intégrer la science ouverte au cœur du processus scientifique et pour aider à faire les données scientifiques plus faciles à trouver. Voilà, c'était la traduction de mon anglais. Et pour illustrer ce point, pourquoi nous pensons que c'est tellement important de donner accès aux données qui sont derrière le papier, voici un exemple. C'est une étude clinique qui a été faite pour étudier le traitement d'une forme particulièrement agressive de cancer, le mélanome métastatique. Et c'est une expérience qui a duré 2 ans, qui a impliqué plus que 900 patients, des cas terminaux de mélanome, pour essayer de trouver si une combinaison de médicaments fonctionnait mieux que les médicaments pris comme monothérapie. Et je pense que nous sommes tous d'accord que cette expérience est très coûteuse du point de vue des ressources impliquées, du point de vue financier, mais aussi du point de vue humain. Plus que la moitié des patients sont décédés pendant le cours de cette expérience. Pourtant, les données de cette expérience ne sont pas disponibles sous aucune forme, si ce n'est comme une image présentée sur la diapositive. Si je m'intéresse à réanalyser chaque point de ce graphe, les données ne sont pas accessibles. Et notez bien que c'est complètement indépendant si cette revue est en accès ouvert ou pas. C'est aussi un exemple qui n'est pas du big data. Nous ne parlons pas ici de terabytes, mais de quelque chose de très petit, mais de très important. Et c'est un problème que nous avons en tout cas dans les sciences de la vie, où nous publions la majorité des résultats scientifiques sous la forme d'une figure, d'une illustration qui donne un aspect visuel des résultats, mais les données elles-mêmes ne sont pas accessibles. Et c'est pour commencer à résoudre ce problème que nous avons initié le projet Source Data, dont le but est d'associer les figures avec les données véritables qui sont derrière cette figure, qui la supportent, et de représenter l'expérience sous une forme qui est compréhensible par les ordinateurs. Et je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des informations qui sont données par les auteurs dans les légendes des figures sur les graphes. On représente ça d'une façon compréhensible par l'ordinateur, comme entités, des molécules, des protéines, des gènes, des cellules. Et on dissocie
le rôle de ces éléments dans l'expérience, quels ont été les observables qui ont été mesurés et quelles ont été les conditions qui ont été imposées par l'expérimentateur. Et ça donne une représentation très compacte du design expérimental. On peut stocker ça dans une banque de données et maintenant relier ces expériences l'une à l'autre basées sur leurs éléments communs et sur le fait qu'elles ont testé des hypothèses similaires. Donc on a créé une plateforme qui est maintenant active pour tous les journaux publiés par EMBO et qui n'est pas limitée à ces journaux. Nous voulons distribuer cette plateforme, bien entendu. Et nous avons un processus qui permet d'associer les données aux figures, de faire la curation de ces figures par un service de curation et qui nous permet de publier ces figures comme Smart Figures qui ont cette capacité de se connecter l'une à l'autre à travers les papiers et à travers les journaux. Et de cette manière présenter aux lecteurs des résultats similaires qui ont testé des hypothèses similaires dans d'autres études. Et récemment, nous avons collaboré avec l'Institut de bioinformatique européen, l'IBI, à Kingston, pour stocker les données qui sont derrière les figures. Et nous avons créé cette infrastructure qui permet maintenant d'avoir des figures véritablement comme point névralgique de la recherche. Ces smart figures sont indexées par Google Dataset Search. Elles se lient l'une à l'autre à travers les papiers. Elles permettent d'avoir accès directement aux données qui sont derrière la figure et bien entendu au papier où cette figure a été publiée. Et la vision est vraiment que la figure du papier du futur est un package qui contient à la fois la version de la figure qui peut être interprétée par le scientifique, par les humains, mais aussi une version qui peut être interprétée par les ordinateurs et qui contient intrinsèquement les données scientifiques. Et maintenant, nous sommes en train de construire une extension de cette plateforme pour que les scientifiques dans le laboratoire peuvent adopter cette approche eux-mêmes directement, sans le publisher. Donc un éditeur de figures qui permet d'associer la figure avec les données expérimentales et qui permet d'annoter cette figure avec des métadonnées qui décrivent le contenu de l'expérience. Et enfin, sur la droite, un dashboard où ce format peut être publié et partagé soit en privé avec les collaborateurs ou les membres d'un consortium, soit ouvert complètement au public et partagé globalement. Et pour ce projet, nous faisons attention d'utiliser des formats qui sont interopérables et qui utilisent vraiment les standards à la fois pour les métadatas et pour la publication de la figure. Maintenant, la notation de figures par les scientifiques et par les gens dans le laboratoire est un des points de friction majeure pour partager les données de façon utile. Et donc, nous avons développé une plateforme d'intelligence artificielle que nous avons pu entraîner sur notre propre base de données source data, 30 000 figures qui ont été annotées manuellement. Et maintenant, on peut faire ce passage des données non structurées, du langage naturel, à des données structurées qui peuvent être interprétées par les ordinateurs. Et je pense que cette approche de l'intelligence artificielle, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça ouvre potentiellement des portes complètement nouvelles dans le système de publication et étendre la fonction des journaux et des publishers. Traditionnellement, un journal a cette fonction de dissémination de papier, de contenu, et je pense en couplant l'intelligence artificielle avec les experts, les auteurs eux-mêmes, on va faire une transition où les journaux vont être de véritables disséminateurs de connaissances sous forme structurée. Donc notre vision du papier du futur, c'est le millefeuille. C'est un papier qui offre l'accès à l'information à différents niveaux de résolution, du niveau le plus superficiel au niveau le plus détaillé, avec bien entendu
les données, le code des ordinateurs qui a été utilisé pour analyser ces données, et des figures qui sont interopérables, qui se permettent de connecter les expériences à travers les journaux, à travers les papiers. Maintenant, partager les données, il y a plusieurs fonctions, plusieurs buts. C'est de donner plus de détails au lecteur qui peut regarder les résultats plus en détail que ce qui est montré dans une petite figure qui a juste 1 cm² dans la revue Nature. Ça permet aussi, dans les meilleurs cas, aux lecteurs et aux scientifiques de réutiliser ces données, de faire de nouvelles découvertes. Ça donne aussi confiance dans la qualité et l'intégrité des données. Et ça, c'est un aspect extrêmement important ces jours, où on voit dans la couverture de beaucoup de journaux des annonces spectaculaires sur le manque de reproducibilité de la science et des cas spectaculaires de mauvaise conduite scientifique. Et je pense que c'est très important qu'on puisse documenter la qualité des travaux que nous publions. Donc en conclusion, l'implémentation de la science ouverte va être essentielle pour accélérer la science et pour la rendre plus efficace. C'est très clair, je pense, après cette journée, que la science ouverte va bien au-delà de l'accès ouvert, ça va bien au-delà de l'open access. Ça inclut le partage des données, ça inclut le partage des méthodes et ça inclut un esprit de collaboration. Je pense que c'est essentiel que nous fassions très attention à la qualité des données qui vont être ouvertes de façon globale. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est essentiel de coupler le peer review system à la science ouverte. Et finalement, je pense que c'est aussi clair que la science ouverte, elle va accélérer, elle va rendre la science plus efficace, mais ça doit être vu comme un investissement dans le futur. Ça ne va pas être bon marché. Il faut créer une infrastructure, il faut créer des policies, il faut créer des processus qui vont rendre la pratique de la science ouverte possible. Merci beaucoup. Le temps passe, on ne va pas avoir le temps pour beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a des questions urgentes? Oui, Monsieur Huppler. Une petite question. Vous n'avez pas parlé du copyright. Non, parce que pour nous, c'est un problème qui est résolu. Le copyright pour tous nos journaux reste avec les auteurs. Les datas. Les datas sont toutes publiées avec une licence CC0, qui est donc complètement publique. Moi, j'ai juste une petite question. Ces fameuses figures qui partent dans Source Data, c'est les auteurs qui, un tout petit peu, sont guidés par vous pour pouvoir aller les mettre là? Non, c'est nous qui le faisons pour les auteurs. Et pour l'instant, on est à un coût en dessous de 50 € par papier. On fait toutes les figures et on va transitionner maintenant à un coût qui est un peu moindre, aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle.